Le ministre des Finances a présenté le rapport d'évaluation à mi-parcours de l'exécution du contrat conclu entre le gouvernement et la société Africa Union Financial Service pour la modernisation de la DGDA. Des précisions dans ce journal. Le monde entier a célébré ce lundi 13 février la journée de la radio. À cette occasion, une exposition a été organisée à la place des évolués dans la commune de la Gombe. Objectif, informer les décideurs et grand public sur la mission du service public des radios communautaires. Une information à suivre également dans cette session d'information. Voilà tout pour les sommaires et bienvenue à tous. Lors du 86e Conseil des ministres tenu le week-end dernier, le ministre des Finances a présenté le rapport d'évaluation à mi-parcours de l'exécution du contrat conclu entre le gouvernement et la société Africa Union Financial Service pour la modernisation de la DGDA. Regardez. La vice-ministre des Finances a présenté, au nom du ministre empêché, au Conseil le rapport d'évaluation à mi-parcours de l'exécution du contrat conclu entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et la société Africa Union Financial Service AUFS RDC pour la modernisation de la Direction générale des douanes et accises DGDA. Cette évaluation a porté sur l'exécution des engagements relatifs à la période allant du 2 janvier 2020 au 31 juillet 2022. En effet, l'évaluation financière indique qu'il a été encaissé au cours de cette période grâce à la perception d'une quote-part de la redevance rémunération informatique RRI à concurrence de 1,25% de la valeur CIF des marchandises, un total de près de 198,8 millions de dollars. Cette somme a été affectée à concurrence de 75% au financement des investissements et de 25% au coût de gestion du projet. L'exécution physique des projets a été dominée durant cette période par la fourniture d'équipements et la construction d'infrastructures dédiées à la prise en charge des marchandises, allusion faite particulièrement à l'acquisition des scanners, ponts bascules et systèmes de surveillance intégrés aux Sidoniens, la fourniture et l'installation des équipements informatiques ainsi que la construction des entrepôts et hangars, dont le cas le plus visible est la construction du nouveau poste frontalier de Lufu au Congo central. Et puis le ministre des Finances Nicolas Kazadi a présidé la réunion de la Troïka politique sur les perspectives macroéconomiques avec le ministre du Budget, la gouverneure de la Banque centrale du Congo ainsi que la délégation du Fonds monétaire international en provenance de Washington, conduite par la chef des missions du FMI pour la RDC, Mercedes Vera Martin. Betty Tanfoum nous en dit plus. Au cours de cette réunion de la Troïka politique présidée par le ministre des Finances, les deux parties ont passé en revue les objectifs de la mission, notamment la finalisation du cadre macroéconomique de l'année 2022, les perspectives budgétaires pour 2023, les dernières évolutions dans le marché de change et de secteur monétaire, les réformes structurelles en cours, ainsi que les modalités pour l'accès de la République démocratique du Congo au nouveau fonds fiduciaire de résilience et durabilité. Tout en encourageant ses collaborateurs et la mission du FMI à redoubler d'efforts pour les étapes qui restent à franchir, c'était l'occasion propice pour le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, de rappeler l'objectif ultime de cette rencontre, celui relatif à la conclusion de ce programme triennal en 2024, ce qui sera une première dans l'histoire de la République démocratique du Congo. Dans les buts d'accompagner la gratuité de l'enseignement des bases, la fondation Denis Nyakeru Tshisekedi, par l'entremise du gouvernement provincial de Mai-Ndombe, a fait bénéficier les élèves de l'école primaire Bakomi d'Mpontemangue des fournitures scolaires. Le week-end dernier, ils ont reçu de main de la gouverneure de cette province. Regardez. Dans les buts d'accompagner la gratuité de l'enseignement de base, la gouverneure de Mai-Ndombe a visité les élèves de l'école primaire Bakomi d'Mpontemangue. Elle n'est pas venue main vide. Dans sa gibecière des fournitures scolaires, un don de la fondation Denis Nyakeru Tshisekedi.
na bisa bino na kozonga pona kopesa bana ba uniforme boyete yango wana bi uniforme na zeko zela na nzela mai yaki abaki mwasa mukunzi ya mboka fondation na fondation Mama Denise Nyakero epesa kinga ba uniforme bere na chaki na nzela mai na zala kozela ekoma lo bandaki liboso pa i bandako ekoya kikuna ndoko na bokoto pili yango na lobite sikope na yana no pa ina la katibini boyete. Occasion pour ces écoliers de remercier la première dame et la gouverneure de cette entité territoriale pour ce geste symbolique. Merci Maman Desine na tutabola na merci nza pambo ya bino na niveau pesi so biso bana ba ba komi na pesa merci na pambo ya bino mo ko lebele na niveau pesi bino ko ko ya bika ba ni pambo ya pesa merci Maman tutabola na Maman Desine na bino merci na pambo ya bino ba ni Denise merci na pesa na manifomo so le biso ya sika kala pe ngora ngari tabola. Merci Maman Desine na banifomo yo tindeli biso bana epe ba komi to pesi merci na Maman tabola. Signalons également qu'en dehors des fournitures scolaires, la chef de l'exécutif provincial a aussi offert des sacs de maïs et du riz aux habitants de ce coin de la RDC. Autre chose à signaler dans ce journal, les habitants du quartier Kingabwa dans la commune de Limete à Kinshasa demandent aux autorités urbaines de penser au développement des infrastructures routières de cette partie de la ville, vu son importance économique et ses activités commerciales, tout en tenant compte des implications liées aux taxes et impôts pouvant renflouer les caisses de l'État. Ils l'ont exigé ce lundi dans ce reportage. Kingabwa, l'un des quartiers aux activités commerciales intenses, évitait un sérieux problème lié aux infrastructures routières principalement. Pas des routes, malgré la présence de plusieurs entreprises et ports. Pour la population et les entrepreneurs de ces coins, les gouvernements doivent s'impliquer pour influencer le développement de ces quartiers, en construisant des routes et ainsi espérer des retombées économiques plus importantes. Na Kingabwa, transport est à 207. Et le plus mauvais, le plus médiocre, 207. Kingabwa est buté d'un problème lié au transport. Aucun bus de l'État n'y accède parce que les routes sont impraticables. C'est un quartier qui a même la superficie d'une commune. Le gouvernement devra penser à construire les routes pour faciliter les échanges commerciaux et économiques. Le gouvernement a s'occupé totalement de Banzela. Les communes Banzela bazo salango déjà. Awa, va transférer Kotaka, ba Makambutu, Zala, des boutiques, tout ça, il y aura des taxes, les gens vont payer facilement. Et Kingabwa et vous développer. Les quartiers Kingabwa ont beaucoup de sociétés, mais nous les habitants n'en bénéficions pas. Kingabwa était quartier dans la commune de Limete. Ces quartiers financent beaucoup la commune, voire même la ville de Kinshasa. Ça fait quelques jours exactement depuis qu'on a réhabilité cette route. Ce genre de travaux est important pour faciliter le développement et le désenclavement de Kingabwa. Que les autorités fournissent beaucoup d'efforts pour le développement de ces quartiers. Il est toutefois demandé aux autorités d'insister également sur la responsabilité sociale des entreprises qui opèrent dans cette partie de la ville. Des programmes publics privés du développement des infrastructures doivent être envisagés. La République démocratique du Congo est en passe d'atteindre les 75% des recommandations requises par l'Organisation de l'aviation civile internationale. Dans son rapport préliminaire, cette organisation note avec beaucoup d'optimisme les avancées réalisées par la RDC. Patrick Lumbala pour le commentaire. Les 75% des recommandations de l'Organisation de l'aviation civile internationale exigées à la République démocratique du Congo seront bientôt atteints selon un rapport préliminaire d'études mené sur les terrains par les experts internationaux. Cette organisation l'a fait savoir à l'occasion de la présentation du rapport préliminaire combiné de la première et la deuxième phase de l'audit de supervision de la sécurité de l'aviation civile à la suite d'un travail de terrain effectué du 2 au 10 février 2023. Les experts internationaux de cette organisation de l'aviation civile internationale se sont montrés très encouragés par les chiffres réalisés par la RDC. Le pays a obtenu en effet un score cumulé de 66,52%
des taux de mise en œuvre effective des normes internationales, des résultats en très forte progression qui approchent sensiblement la moyenne mondiale évaluée à 68%. Des experts de l'OACI, ce chiffre réalisé par la République démocratique du Congo constitue une occasion pour le pays de redoubler d'efforts pour satisfaire les exigences internationales, a fait savoir le directeur général de l'autorité de l'aviation civile congolaise, Jean Tchumba Mpunga. Il faudrait désormais 90 jours pour que ces rapports préliminaires soient transmis formellement à l'État congolais qui disposera à son tour des 40 jours pour des possibles amendements à renvoyer avant son officialisation. Pour rappel, c'est depuis l'année 2006 que les avions des compagnies congolaises sont interdits de survoler l'espace aérien européen. Cette décision a été prise à la suite d'un audit de l'Organisation internationale de l'aviation civile qui avait en son temps mis en exergue des carences importantes dans le domaine de la conformité aux normes internationales de la sécurité aérienne de la part de la République démocratique du Congo. Deux noms reviennent ces derniers temps sur les tabloïds quinois pour avoir été tout de même à la hauteur de l'organisation technique et médiatique de la visite papale en République démocratique du Congo du 31 janvier au 13 février dernier. Ces deux hommes, parmi tant d'autres du comité organisateur de l'accueil, ont signé et de la bonne manière leur présence, bénéficiant ainsi de la récompense de la presse les week-ends. Un reportage de Tony Antoine Dibendila et Joe Manana. Si l'un est porte-parole du gouvernement et ministre de la communication et médias, l'autre est responsable de la société Iproxy, le plus grand événementiel congolais reconnu par ses réalisations 5 étoiles. L'entreprise s'est chargée d'aménager les podiums papaux et les sites d'accueil où les papes François devraient recevoir différentes couches de la population congolaise. Pour ses mérites, la presse de Kinshasa s'est voulue reconnaissante. Et pour la réussite médiatique de l'organisation de cette visite, les professionnels des médias ont décidé de féliciter les deux fils maison qui ont fait honneur. D'abord, le ministre de la Communication et Médias, ancien journaliste, qui a mis à disposition pour l'accueil du pape un centre de presse digne de ses noms. Puis, Jésus Noël Cheki, coordonnateur technique de cet événement, donc concepteur et constructeur du podium papal, son expérience dans l'événement a été au rendez-vous. J'étais à l'aéroport quand le pape disait au président « Merci, j'ai été impressionné durant tout mon séjour ». Et le pape l'a témoigné en arrivant au Vatican. Il a fait un discours où il a loué son passage en RDC qui est resté historique. Mais l'histoire, mais qui écrit l'histoire si ce n'est pas vous? Quel serait cet événement s'il n'y avait pas les médias? Quel objectif aurions-nous atteint si vous n'étiez pas disponible? Je voudrais ici officiellement vous dire merci. Au cours de cette cérémonie, le ministre Mouyaya a reçu des mains du directeur général de l'Agence congolaise de presse, Bienvenue Bakoumania, une statue. Et pareil pour Jésus Noël Cheki, qu'il a reçu demain de Madame Sylvie Bongo. À l'occasion de la journée mondiale de la radio, ce 13 février, une exposition a été organisée à la place des évolués dans la commune de la Gombe, avec pour but d'informer les décideurs et grand public sur la mission du service public des radios communautaires sous le thème Radio et paix. Les détails avec Jonathan Bakele Pichunzita. La Fédération de radio de proximité du Congo, en collaboration avec le ministère de la Communication et des Médias, ont organisé une exposition photo à l'occasion de la journée mondiale de la radio, dans le but d'informer les décideurs et les grands publics sur la mission des services publics de radio communautaires et associatives pour l'accès à l'information de personnes vulnérables et leur inclusion dans le débat démocratique local, notamment dans les communautés rurales. C'est par les mots d'ouverture du ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, que cette cérémonie d'exposition a été lancée. L'activité de ce jour pour nous s'inscrit dans le cadre des efforts que nous avons codifiés
après la tenue des États généraux de la communication et des médias, dans l'une de nos recommandations, nous disions qu'il faut accorder une attention particulière aux médias communautaires établis dans les 26 provinces de la République démocratique du Congo et les intégrer dans les plans de développement des médias en République démocratique du Congo. Nous sommes aussi conscients des difficultés que rencontrent les radioteurs dans l'exercice de leur travail, accessibilité, énergie électrique, bref, tout le corollaire que nous connaissons en tant que République démocratique du Congo. Mais ces points sont bien scrutés à mon niveau parce que nous pensons que les enjeux auxquels nous devons faire face cette année, notamment les élections qui viennent, nécessitent d'avoir des médias bien au point pour orienter les choix des différents électeurs sur les différents programmes de candidats. Cette exposition photo-radio va se poursuivre jusqu'au 18 février à la place des Évolués dans la commune de La Gombe. Toujours dans le cadre de cette exposition des photos radio, les directeurs pays d'Internews, Karim Bernard, dit apporter un appui à la Fédération des radios des proximités du Congo pour attirer l'attention du pouvoir public et du grand public sur les défis des radios communautaires et leur rôle social. Suivez. Très concrètement, nous avons appuyé la Fédération des radios de proximité du Congo, qui est l'association qui regroupe tous les réseaux de radios communautaires de la RDC, soit 600 radios à peu près. Et nous les appuyons pour leur plaidoyer pour que soit reconnu leur rôle social dans la législation congolaise. Donc ce n'est pas fait pour l'instant, ce qui veut dire que par exemple elles payent les mêmes taxes qu'une radio commerciale, alors que ce sont des radios qui opèrent dans des villages, dans des petites localités au fin fond de la RDC. Donc pour attirer l'attention des pouvoirs publics et du grand public sur les problèmes des radios communautaires et leur rôle, on a tout simplement travaillé avec la FRPC, 6 journalistes, donc 4 jeunes femmes et 2 messieurs sont partis dans 15 radios communautaires pour un peu voir comment elles travaillaient, ce qu'elles faisaient dans les communautés, par exemple comment elles intégraient, comment elles aidaient à la participation des femmes dans le débat démocratique, comment elles parlaient d'environnement, comment elles parlaient de la gouvernance locale, et comment elles travaillaient ensemble avec la communauté pour avoir une meilleure information et finalement participer au débat démocratique et à la paix et à la résolution de conflits ici en RDC. Alors bien sûr, ça résonne parce qu'on est en année électorale et il y a des problèmes de conflits, notamment à l'Est, mais pas seulement à l'Est, il y a aussi des conflits à l'Ouest et au centre du pays. Et la radio communautaire est clé, comme l'a dit le ministre, pour pouvoir diffuser des messages, pouvoir très concrètement aller contre les discours de haine, contre la désinformation qui fleurissent en temps de conflit, en temps d'élection. Et pour nous, ça nous semblait important justement que ça soit une exposition en plein air qui montre tout simplement le travail des photos, des radios, je veux dire, des radios communautaires dans les territoires les plus reculés de la RDC. Mesdames et messieurs, place à présent à la revue de presse avec Patrick Lumbala. Bienvenue à toutes et à tous dans cette revue économique sur Ecofin Télévision, une revue que nous ouvrons avec le tri-hebdomadaire d'information générale EcoNews qui titre à sa 2e page « Fonds de résilience au changement climatique ». La RDC frappe au guichet du FMI. La troïka politique du gouvernement, qui regroupe les ministères des Finances et du Budget ainsi que la Banque centrale du Congo, a échangé vendredi au cabinet du ministre des Finances avec une délégation du Fonds monétaire international en mission de travail à Kinshasa, fait savoir le journal. Conduite par Mercedes Vera Martin, la délégation du Fonds monétaire international a échangé avec la partie gouvernementale autour des questions touchant les perspectives macroéconomiques et au cadrage des réformes structurelles prévues dans le cadre de l'accord triennal conclu en juillet 2021, dont la 3e revue vient d'être clôturée avec une note satisfaisante du conseil d'administration du FMI en décembre 2022. Au terme de ces échanges, poursuit le journal, la mission a appelé le gouvernement de la RDC à redoubler d'efforts pour les étapes qui restent à franchir.
À cet effet, fait savoir le journal, le ministre des Finances, Nicolas Kazadi Nzuji, a rappelé l'objectif ultime, celui relatif à la conclusion d'un nouveau programme triennal en 2024. A rappelé l'objectif ultime, celui relatif à la conclusion d'un nouveau programme triennal en 2024, ce qui sera une première dans l'histoire de la République démocratique du Congo, fait savoir le journal. Mais le plus grand dossier en négociation entre le FMI et la République démocratique du Congo porte sur l'alignement de la RDC au Fonds Résilience au changement climatique, une nouvelle ligne de crédit que le FMI a ouvert pour aider certains pays à faire face à ce phénomène, à l'instar du Rwanda qui a bénéficié en décembre dernier d'une enveloppe de 319 millions de dollars américains du Fonds monétaire international dans le cadre de ce programme. La RDC, présentée comme pays solution en matière de réchauffement climatique, aspire aux mêmes avantages, conclut le journal. Poursuivons cette revue avec l'agence congolaise de presse qui titre à sa 15e page plus de 8 millions de dollars américains de la coopération américaine affectés au parc des Salonga, un appui financier de plus de 8 millions de dollars américains de l'Agence américaine de développement international et le Fonds mondial pour la nature ont été débloqués pour booster le développement durable dans les villages environnant le parc national de Salonga en République démocratique du Congo, note le journal. Un appui financier de plus de 8 millions de dollars américains a été débloqué pour booster le développement durable dans ce coin du pays. L'ACP fait savoir également que cet appui contribuera à coup sûr à financer les projets de développement des populations des villages dans tous les secteurs et surtout dans les domaines de la santé publique, de l'hygiène et de l'assainissement du milieu ainsi que de l'environnement, afin de protéger les habitants des différentes maladies et autres facteurs de sous-développement qui les affectent. Cet appui est inscrit dans le cadre du partenariat entre les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo, qui vise à établir des modèles inclusifs de gestion des ressources naturelles de la plus grande aire protégée d'Afrique, ajoutant que celle-ci va permettre à ce que la faune et la flore de l'axe Salonga-Lukeni-Sankuru soient conservées. Le nouveau partenariat entre l'USAID et le Fonds mondial pour la nature entre dans le cadre du programme régional pour l'environnement en Afrique centrale, dont la mission consiste à apporter un soutien inclusif sur la gestion des terres en Afrique, conclut le journal. Terminons cette revue des presses dans les colonnes des Eco News qui titrent « Élection ou dialogue, le dilemme de Tshisekedi ». Le 20 décembre 2023, le peuple congolais sera appelé aux urnes pour le renouvellement des animateurs des institutions issues du scrutin de décembre 2018. À la Commission électorale nationale indépendante, l'attention est focalisée sur cette échéance, excluant toute hypothèse de glissement, une assurance qui est encore loin d'estomper les réticences qui gagnent du terrain dans l'opinion publique. Les premières viennent de l'équation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo qui se corse au jour le jour, sans compter l'immense défi logistique pour quadriller un terrain de plus de 2 millions de kilomètres carrés. Le journal note également qu'après un départ poussif des opérations d'enrôlement, la CENI semble avoir repris le contrôle de la situation, affichant au 7 février 2023 plus de 12 millions d'enrôlés dans la première ère opérationnelle, qui comprend 10 provinces, dont la ville-province de Kinshasa. Si la CENI, poursuit le journal, continue à croire à la tenue des élections à la date du 20 décembre 2023, il y a cependant deux inconnus majeurs, la donne politique et la question sécuritaire. En fin des comptes, poursuit le journal, le dernier mot reviendra au garant du bon fonctionnement des institutions. Élection ou dialogue, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, se trouve entre deux choix, conclut le journal. Fin de cette revue sur votre télévision. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Ce journal est terminé, mais avant de nous quitter, je vous rappelle les titres.
Le ministre des Finances a présenté le rapport d'évaluation à mi-parcours de l'exécution du contrat conclu entre le gouvernement et la société Africa Union Financière Service pour la modernisation de la DGDA. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Le monde célèbre ce lundi 13 février la journée de la radio. À cette occasion, une exposition a été organisée à la place des évolués dans la commune de la Gombe. Objectif, informer les décideurs et grand public sur la mission du service public des radios communautaires. Une information que vous avez également suivie dans cette session d'information. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à cette session d'information. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Un journal réalisé par Fulgence Milaï et Ruben Malantin. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.